Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à Matin Bonheur, matin de la proximité. Abidjan nous ouvre ses bras. Abidjan qui est vide ce lundi matin. Il y a comme un confinement qui ne dit pas son nom. Tout le monde a peur du coronavirus, la maladie à coronavirus, Covid-19. Justement, ce sera le thème de cette émission. Aujourd'hui, nous allons en parler. On va parler avec un médecin, un des médecins les plus prisés au niveau de Matin Bonheur. Il est toujours avec nous parce que dans la maladie, il y a des signes ORL au niveau de la gorge, au niveau respiratoire. Mais en tout cas, c'est le médecin à qui nous adressons aujourd'hui qui va nous éclairer concrètement sur le Covid-19. On entend beaucoup de choses, tant au niveau de la communication qu'au niveau de la science. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête? Est-ce que la Côte d'Ivoire est parée par rapport à ce type de pandémie-là? Docteur Milad El-Amin, bonjour. Bonjour Marco. Bonjour. On ne peut pas se saluer, dommage. On Bonjour, va respecter... Matin Bonheur. Non, surtout pas. Surtout pas. Respecter la distance d'un mètre. Absolument, absolument. Docteur, bonjour. Doit-on avoir peur, docteur? Non, surtout pas. Ne pas avoir peur, mais rester serein. Mais en même temps, prendre conscience de la gravité du problème, parce que c'est quand même une crise sanitaire mondiale qui touche véritablement la majorité des pays dans le monde. Et donc, il faut que l'Afrique, même si elle a été épargnée jusque-là, il faut absolument que l'Afrique se prépare. Et d'ailleurs, le directeur de l'OMS a dit qu'il fallait se réveiller pour l'Afrique et se préparer au pire. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez constaté, nous serons avec le docteur Milad El-Amin qui va nous parler franchement de long en large du Covid-19. Qu'est-ce qu'on va savoir avec vous aujourd'hui, docteur? On va essayer justement de poser le problème, de rassurer la population, mais surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qui se dit, écarter justement toutes les fausses rumeurs et justement permettre à la population de se défendre, de bien connaître ce virus et de se préparer le mieux possible à cette catastrophe sanitaire qui se prépare et qu'on voit justement se développer en Europe de façon quand même assez inquiétante. Alors nous serons avec vous dans votre clinique pour tous ces échos de matin chez vous. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci d'être en notre compagnie. Tout savoir sur le Covid-19 avec Dr Milad El-Amin. On va aller au cœur de sa clinique et puis on aura tous les pans d'informations concernant cette pandémie. Je vous suis, docteur. Wow. La clinique est encore vide, Absolument. C'est ce qu'on a appelé l'autoconfinement. Est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on Non. doit vraiment avoir peur? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que la situation est grave mais pas désespérée ou déjà désespérée? Non, elle n'est pas du tout désespérée. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Mais il est certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut s'inquiéter. Mais s'inquiéter, c'est pas paniquer et puis raconter n'importe quoi. Et surtout... C'est quoi raconter n'importe quoi? Raconter n'importe quoi, c'est dire, voilà, c'est s'imaginer qu'on va tous mourir, qu'il y a quand même une pandémie mondiale et qu'on n'y peut rien et que c'est de la fatalité. Non, il faut connaître véritablement ce virus, voir un tout petit peu ce qui se passe en Europe et c'est ce qui s'est passé dans le berceau de cette pandémie, c'est-à-dire en Chine, et puis tirer les leçons, parce que la Chine, le début, c'était il y a quand même 3 mois, et la Chine commence à sortir justement de cette épidémie. Comment la Chine a fait? Qu'est-ce que la Chine a fait de concret pour que... La Chine a fait de concret principalement le confinement. Il y a une mesure essentielle dont on va discuter tout à l'heure, qui est le confinement. Alors, jusqu'à maintenant, le gouvernement, le ministère de la Santé et puis le Conseil national de la sécurité et puis tous les experts qui sont, tous les éminents experts qui sont autour du ministre de la Santé ont pris la décision de faire de ce qu'on appelle l'autoconfinement, c'est-à-dire de demander
à la population de ne pratiquer que les activités essentielles avec des mesures qu'on va voir, d'accord, tout à l'heure, sur lesquelles on va revenir. Mais l'autoconfinement demande beaucoup de discipline et de civisme. Et sur ce plan-là, moi, personnellement, je ne suis pas très optimiste. Bien sûr, c'est mon avis personnel, mais encore une fois, je ne parle qu'en tant que médecin ivoirien. Les experts sont là pour déterminer le mieux pour la population ivoirienne. Mais je pense qu'il faut absolument être plus radical et puis devancer, moi, à mon avis, ce virus et non pas subir un peu son évolution. Absolument, parce que le maître mot, selon vous, quand on vous écoute, c'est l'anticipation. Est-ce qu'à ce niveau, au niveau où nous sommes actuellement, est-ce qu'on doit attendre que ça s'aggrave avant de prendre des mesures draconiennes? Justement, c'est ça le problème. La stratégie, elle est là. Bon, encore une fois, nous, en tant que médecins, on est complètement derrière le gouvernement, le ministère de la Santé, justement, pour que ces mesures-là soient appliquées. Mais encore une fois, c'est ce que je vous dis à titre personnel. Je pense qu'il faut anticiper, apprendre de ce qui s'est passé en Chine, de ce qui se passe actuellement en Europe, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'épicentre de la pandémie, c'est l'Europe. Ça montre vraiment, véritablement l'ampleur de cette épidémie, malgré déjà plus de 10 jours de confinement. Il y a aussi des mesures, ce qu'on appelle des mesures barrières, qu'on a prises et qui doivent être appliquées par la population, comme le lavage des mains, les distances qu'on doit respecter. Et puis justement, une des troisièmes mesures qu'on doit prendre, c'est cette distanciation sociale. C'est-à-dire qu'il faut qu'avec le confinement, on essaye aujourd'hui, au niveau de la population, de ne faire que l'essentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'aller au village rendre visite à la famille, d'organiser des anniversaires, des mariages, et puis véritablement favoriser ces regroupements. Il faut véritablement appliquer ces mesures-là. Les mesures barrières dont on va reparler, le confinement, qui, à mon avis, devrait être plus radical, et puis cette distanciation sociale. Aujourd'hui, la plupart des pays africains sont atteints, et je vous laisse imaginer ce qui pourra se passer en Afrique. C'est pour ça que le directeur général de l'OMS a dit quand même quelque chose d'inquiétant aux Africains en disant « attendez-vous au pire, préparez-vous au pire ». Ça veut dire quoi? Quand un directeur de l'Organisation mondiale de la santé parle comme ça, vous, en tant que médecin, ça veut dire quoi en termes médicaux? Ça veut dire quoi? En termes médicaux, c'est que le directeur général de l'OMS est bien conscient, et nous sommes bien conscients, que l'Afrique, au niveau équipement médical, n'est pas bien armée, n'est pas bien fournie. Juste pour vous donner, à titre de comparaison et d'exemple, le Maroc, qui est un pays africain, a aujourd'hui à peu près 1500 lits de réanimation. Et déjà, le Maroc s'inquiète de cette situation. Et aujourd'hui, le Maroc nous a devancés au niveau des mesures de confinement. Parce qu'il y a un confinement pratiquement général. Il y a des mesures qui ont été radicales qui ont été prises au Maroc, alors qu'ils ont 1500 lits de réanimation. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, je suis désolé d'en parler. On a combien de lits on a en Côte d'Ivoire de réanimation concernant? On n'est pas loin de la centaine, donc on est loin du compte. On n'est pas loin de la centaine. C'est-à-dire aujourd'hui, en tout et pour tout, au niveau public et au niveau privé, donc je parle de toutes les structures, on a à peine une centaine de lits au niveau de la réanimation. Globalement, au niveau de la maladie, on aura à peu près 50% des gens qui vont rester asymptomatiques, c'est-à-dire sans signes, qui vont porter le virus, mais sans avoir véritablement de signes cliniques. Mais on aura à peu près aussi, on le sait sur le plan statistique, 20% d'hospitalisation. Donc il faut être prêt pour ces 20% d'hospitalisation. Actuellement, en Côte d'Ivoire, comme dans plein d'autres pays, on ne fait pas le dépistage systématique. Donc,
Et on l'a vu en Chine. Quand au début de l'infection, le premier mois, on avait à peu près 450 cas, on s'est rendu compte a posteriori qu'il y avait 25 fois plus, je dis bien 25 fois plus de cas qui n'étaient pas dépistés. À partir du moment où on ne fait pas un dépistage systématique, et ça on pourra en parler parce que c'est un problème très important, parce qu'il y a à peine un mois, il n'y avait des kits de dépistage du coronavirus que dans 2 pays, en Afrique du Sud et au Sénégal, mais heureusement l'OMS a distribué dans les 53 ou 54 pays africains. Justement, docteur, les kits de dépistage, tout le problème est là. Combien de kits de dépistage a-t-on? Et puis, est-ce qu'on ne peut pas vraiment mettre des moyens dans les kits de dépistage pour faire comme la Chine, faire des dépistages à grande échelle? Alors, ce qu'il faut dire rapidement, c'est que combien la Côte d'Ivoire en dispose, ça, moi, je peux pas vous le dire en tant que médecin, mais à partir du moment où l'OMS a fait les distributions dans les pays africains, il est certain qu'on n'en dispose pas d'une grosse quantité, c'est clair. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas faire un dépistage systématique, comme l'ont fait les Chinois ou les Coréens du Sud. Ils ont fait un dépistage systématique, ou en tous les cas un dépistage massif, en allant chercher les malades là où ils sont. Mais en Afrique, on ne peut pas, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces kits de dépistage coûtent très cher, donc on ne peut pas vraiment les utiliser à tout va. Et donc le ministère de la Santé et les médecins les utilisent avec parcimonie, juste pour les cas qui sont suspectés, pour la confirmation. Donc ces PCR qui nous servent de diagnostic, l'Afrique n'en dispose pas beaucoup. Docteur, c'est quoi le Covid-19? De façon simple, le Covid-19, c'est quoi? Alors, de façon simple, le Covid-19, c'est ce qu'on appelle communément le coronavirus. Donc, c'est un virus. Alors, pourquoi on l'appelle coronavirus? Parce que c'est un virus, c'est une structure qui est ronde avec une sorte de couronne, d'accord? Avec des sortes de spicules tout autour qui font que ça fait comme une couronne. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle coronavirus. Alors, les virus, et particulièrement le coronavirus, c'est des agents infectieux qui sont pathogènes et qui vont donner des symptômes, des signes qui vont aller du simple rhume, d'accord, à des problèmes de toux, jusqu'à des problèmes respiratoires qui peuvent être graves et malheureusement, dans on va dire 1 ou 2% des cas, qui peuvent conduire même à la mort. Donc c'est ça dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire se dire que le virus, c'est tout petit, c'est microscopique, mais c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de très contagieux, c'est quelque chose qui va se diffuser rapidement. C'est la première fois dans le monde qu'on a un virus qui a une diffusion mondiale aussi importante, d'accord ? On a affaire à quelque chose de sérieux, d'important, de grave, mais qu'il faut rester serein, d'accord ? Parce qu'en définitive, dans 2-3 mois, ce ne sera plus probablement qu'un mauvais souvenir, d'accord ? Et qu'au bout du compte, 97 à 98% des gens qui seront atteints seront guéris. Donc il faut relativiser, il faut avoir peur. Il ne faut pas paniquer, mais il faut avoir peur, prendre au sérieux cette menace, prendre les mesures qu'il faut. Et je veux insister sur ça. Nous, Africains, il faut absolument qu'on prenne les leçons de ce qui s'est passé en Chine, de ce qui se passe actuellement en Europe, alors que l'Italie a un niveau médical qui nous est largement supérieur et qui est tout à fait correct. Donc il faut qu'on prenne des leçons. Et au contraire, à partir du moment où l'Afrique a jusqu'à aujourd'hui été épargnée, mais quand on sait que l'Afrique est démunie au niveau de l'équipement médical, ben prenons des mesures encore plus radicales. Ça veut dire quoi concrètement, prendre des mesures radicales? Ben, concrètement, prendre des mesures plus radicales, c'est arriver à un confinement général. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. De combien de temps?
ça, on ne peut pas le dire, mais au moins pour 2 semaines, comme on l'a fait un peu partout. Mais pourquoi ça tarde selon vous en ce moment? Pourquoi depuis on n'en est pas encore arrivé là? Je ne peux pas vous après dire. les cas, en tant je, que ne peux, médecin. je ne peux pas vous dire. Ça, c'est au niveau des politiques qu'il faut poser la question. Il faut poser la question au ministre de la Santé et au gouvernement. C'est des stratégies qui sont différentes. La stratégie qui a été appliquée en Chine et en Corée du Sud, qui a donné d'excellents résultats, ce n'est pas celle qui est appliquée en Europe. En Italie ou en France, on a beaucoup attendu. Et les conséquences, elles sont là. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de grimper sur cette courbe qui doit nous faire arriver à un pic d'épidémie qui risque d'être très grave. J'espère sincèrement qu'on en prendra de la graine parce qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas tergiverser. Docteur, un élément sur lequel les Ivoiriens veulent avoir le maximum d'informations, il s'agit du masque. Le masque, comment on appelle ça, le cache-nez. Qu'est-ce que c'est et puis à quoi ça sert concrètement et comment l'utiliser? Je vois un juste à côté de vous. Alors, a priori, le masque, bien sûr, n'oublions pas, la maladie du Covid-19, c'est une maladie principalement respiratoire, d'accord? Elle ne se transmet pas dans l'air, d'accord? Le virus ne se promène pas, et c'est ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, de façon claire, le virus ne se promène pas, c'est nous qui le diffusons. C'est nous qui transportons le virus. C'est nous qui transportons le virus. Donc pourquoi on insiste sur un confinement radical? Pourquoi on dit aux gens restez chez vous le maximum possible, ne sortez que pour faire l'essentiel? Donc tout ce qui est réunion de famille, mariage, anniversaire, rassemblement, il faut absolument éviter parce que le virus, c'est nous qui sommes en train de le diffuser. Et donc plus on sera isolé en famille, enfermé à la maison, et moins on le diffusera. Voilà, donc ce masque-là, alors bien sûr sur ce masque aussi, il y a eu beaucoup de controverses. Oui, oui. Au début, on a dit ce masque-là, il faut qu'on l'utilise principalement pour le personnel soignant, et ça reste vrai. Alors, les masques, il y en a beaucoup, d'accord? Il y a les masques simples qu'on utilise et qui étaient principalement, avant cette épidémie, destinés à vous protéger surtout de la poussière, oui. Qu'on peut mettre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le consensus se fait de plus en plus pour dire qu'en fin de compte, à partir du moment où cette épidémie est vraiment en train de diffuser un peu partout, vaut mieux que tout le monde porte des masques. D'accord? Alors, ces masques-là sont assez particuliers. Ce sont des masques qui sont destinés au personnel soignant parce que c'est un double filtre. D'accord? Alors, bien sûr, la plupart des masques qu'on va mettre, surtout pour la population ivoirienne, quel que soit le type, il y aura toujours donc des élastiques pour pouvoir le mettre. Et il faudra absolument le mettre d'abord sur le nez, d'accord? Et ensuite sur la bouche. Voilà. Je vais faire le cobaye et vous montrer un tout petit peu comment on travaille. Voilà. Donc, ce qui est important, absolument, c'est de protéger tout ce qui est voie respiratoire, d'être étanche, parce que on peut diffuser ce coronavirus de 2 façons. Enfin, d'une seule façon, c'est les gouttelettes. Mais ces gouttelettes, elles peuvent sortir du nez quand vous éternuez et elles peuvent sortir de la bouche quand vous parlez. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de mesures barrières. C'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus, d'accord? Il y a 3 choses importantes. Les mesures barrières, principalement, d'accord, c'est mettre un masque, d'accord? On dit qu'on le met seulement quand on est malade. Est-ce que c'est vrai? Non, justement, il y a eu beaucoup de débats au départ en disant ça ne sert à rien quand on n'est pas malade. Mais en fin de compte, ça se diffuse tellement, les gens sont tellement dans la promiscuité, d'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas décidé d'un confinement général. En fin de compte, je pense, en tant que médecin, qu'il vaut mieux mettre un masque pour tout le monde, pour toute la population, dans les lieux publics. Deuxième élément important, on va le montrer tout à l'heure parce que c'est capital, c'est le lavage des mains. On y va? D'accord? On peut y aller. Tout à l'heure, on a fait il faut absolument faire une séance pour le lavage de mains. Et je voudrais insister là-dessus, parce qu'il est clair, c'est comme pour se brosser les dents. On va prendre la brosse à dents et puis on va le faire en 30 secondes.
Alors, quand on veut se laver les mains, on avait l'habitude rapidement de le faire comme ça, voilà, en 5 secondes, et puis c'est terminé. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il faudra absolument s'habituer à faire un lavage de mains qui va prendre au moins 1 minute. Alors, un savon quelconque, un savon de Marseille, suffit largement à le faire, d'accord? Donc, on va se laver d'abord, dans un premier temps, la paume des mains. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudra absolument aller dans les interstices des deux côtés, entre les doigts, d'accord? Se laver le dos de la main, c'est très important, parce que ça, on le fait pas souvent. Se laver principalement le pouce, parce qu'en général, c'est ce qu'on épargne le plus. Dernier élément, se laver un tout petit peu ce qu'il y a sous les angles, et ça, on peut le faire avec la paume de la main. Une fois qu'on a fait ça, alors un tout petit peu aussi les poignets, d'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ben, a priori, on a éliminé un tout petit peu tous les germes qui sont sur la main. Voilà. Et ça prend à peu près 1 minute. Donc, il ne faut pas le faire rapidement. Et il faut le faire plusieurs fois par jour, le maximum. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez fini de vous laver les mains, alors, vous séchez les mains avec ça. Et c'est ça qui doit vous servir, justement, pour fermer le robinet. Parce que si vous fermez le robinet avec vos doigts que vous avez lavés... On reprend des microbes. Voilà, vous allez reprendre les microbes que vous avez mis avant de vous laver les mains. Alors ça, c'est très important. Donc, c'est capital. Le mouchoir avec lequel on se suit après avoir lavé la main... C'est avec ça qu'on ferme, et aussitôt qu'on a fermé, ben, on le jette dans la poubelle. Alors, docteur, est-ce que quand j'ai fini de me laver les mains, que je dois ouvrir une porte, est-ce qu'au lieu de l'ouvrir avec ma main, je l'ouvre avec mon coude? Comment je fais? Là aussi, c'est important. Il est certain, encore une fois, qu'il faut relativiser. On ne va pas arriver à tout éviter et à éviter le germe, surtout quand il est installé partout. Mais prenons les mesures qu'il faut. Et c'est vrai que ça, c'est important. Le germe se retrouve souvent sur les billets de banque qu'on a, sur les poignées de main, les poignées de porte, pardon. La voiture, le téléphone portable. La voiture, les boutons au niveau des ascenseurs, d'accord? Donc il est certain que quand on peut ne pas utiliser les mains, il faudra le faire. Utiliser les mains le moins possible. Le moins possible. Et même si on est obligé d'utiliser les mains, aussitôt après, pouvoir utiliser, si on n'a pas à portée de main justement un robinet, de l'eau, du savon, ben des gels hydroalcooliques, il faut en mettre partout. Mais les gels hydroalcooliques, encore une fois, il faudra faire pareil, c'est-à-dire mettre le gel, comme pour le lavage des mains, d'accord? Commencer au niveau de la paume des mains à faire un petit travail sur les ongles, d'accord? Bien la paume des mains, aller dans les interstices des deux côtés, le dos de la main, refaire la même chose pour les interstices pour ne laisser aucun espace, les poignets, voilà. Okay. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, c'est pareil. Si on veut reprendre si on veut reprendre un tout petit peu de gel ou si on n'en a pas assez, utiliser le coude et ne pas remettre les mains sur les endroits où il est susceptible de trouver des germes. Docteur, on va parler pour terminer maintenant du traitement. Quel espoir on a? On a parlé de quinine, on a parlé de beaucoup de choses. Dites-nous, le vaccin, il y a un vaccin, les États-Unis. Alors, avant le traitement, Marco, je vais reprendre un tout petit peu ma place pour ne rien oublier. Parce que je voudrais insister sur une chose avant le traitement, c'est le diagnostic. Et c'est un point important. Ce que je voudrais dire, moi, ce matin, c'est qu'en Afrique, on est démunis parce qu'on n'a pas assez de lits d'hôpitaux, on n'a pas assez de lits de réanimation, on n'a pas assez de respirateurs, justement, pour les cas compliqués et graves, et on n'a pas assez de kits de dépistage du PCR. Si aujourd'hui vous êtes là et que vous êtes inquiet et que vous avez envie de faire un test, ben aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que même en France où des milliers de tests ont été faits, ils n'en ont pas énormément. Et un dépistage systématique n'a pas été décidé. Alors que je vous ai dit qu'en Chine ou en Corée du Sud, on a fait des dépistages sur des centaines de milliers de personnes. En Corée, on a installé des cabines
dans les rues et un peu partout dans les espaces publics pour faire amener les gens et les tester. D'accord? Donc tout ça, on ne pourra pas le faire. Est-ce que les insecticides, soit dit en passant avant qu'on oublie, est-ce que les insecticides, le fait par exemple qu'on pulvérise dans les villes, tout ça, est-ce que ça tue le virus? Non, pas les insecticides, mais Non, en tous les cas, il y a des produits, produits justement, qui peuvent tuer le virus. Mais Marco, qu'est-ce que vous allez faire en milieu urbain? C'est très, très, très compliqué. Au cas où il y a un confinement, au cas où il y a une quarantaine, on peut faire ça dans les rues? Bien sûr, on peut faire dans les rues, mais là aussi, ça demande des moyens énormes qu'on n'a pas. Donc, le point sur lequel je voudrais revenir, s'il te plaît, c'est le diagnostic. Aujourd'hui, pour faire le diagnostic du Covid-19, on utilise partout, on utilise le PCR. Ce test de dépistage n'est pas très fiable. C'est-à-dire un test de diagnostic avec le PCR peut donner de façon initiale 30 à 60% de résultats positifs. Ah bon? Oui, absolument. Donc il n'est pas très fiable. C'est-à-dire que même quand il est négatif, on ne peut pas dire ce monsieur ou cette dame n'a pas le Covid-19. Il faudra quelques jours après, si on a bien sûr des signes, il faudra parler des signes parce qu'on n'en a pas parlé, les signes. Les signes, c'est surtout la fièvre et la toux. Alors après, il peut y avoir de la fatigue, un rhume, il peut y avoir d'autres éléments, il peut même y avoir des signes de diarrhée, mais principalement, les signes qui peuvent être suspects, c'est une fièvre et de la toux, et éventuellement des difficultés respiratoires. Alors là, vous nous dites que le PCR n'est pas fiable à 100%. On doit la joindre à quoi? Alors justement, en Afrique, et c'est une étude qui vient de sortir, qui a été faite en Chine, à Wuhan, dans l'hôpital... Le berceau de la maladie. Le berceau de la maladie. Là où est née la maladie, les Chinois, justement, qui ont 3 mois de recul, ont fait une étude sur 1014 patients dans un hôpital à Wuhan, qui s'appelle l'hôpital Tongji. Et cette étude a montré que le scanner des poumons, le scanner thoracique, le scanner dont on dispose en Afrique, dont on dispose sur Abidjan. Sur Abidjan, il y a plus d'une dizaine de scanners. C'est un examen, bien sûr, on l'a ici chez nous, mais il existe dans une dizaine de centres en Côte d'Ivoire, et même un peu plus. Donc cet élément-là, on en dispose. C'est un examen qui est facile, qui n'est pas invasif. Il suffit d'allonger le patient et de faire un scanner thoracique. Ce scanner thoracique, et aujourd'hui, une grande revue anglaise qui s'appelle Radiologie l'affirme, avec cette étude qu'ont faite les Chinois, le scanner pulmonaire peut donner un diagnostic qui est beaucoup plus fiable que le PCR. Donc ça, c'est une piste pour nous, Africains, pour nous, Ivoiriens, d'accord, pour dépister le diagnostic. Et c'est une étude qui vient de sortir il y a quelques jours. On peut voir le scanner? Absolument, okay. Absolument. Alors ça, au moins ça va nous rassurer un temps soit peu, parce qu'à côté du PCR, il faut le scanner, c'est ça? En tout cas, on peut utiliser le scanner. Le scanner, nous, Ivoiriens, Africains, on en a. Voilà le scanner. Donc, c'est comme vous le voyez, hein, c'est un examen qui est facile à faire. Il suffira de faire entrer le malade. C'est un examen qui peut être rapide, en un quart d'heure, 20 minutes, d'accord? Et ce scanner va donner justement des images qui sont spécifiques aux pneumopathies virales, dont le Covid-19. Donc, à partir du moment où on peut trouver très rapidement ces images-là, on pourra dire que cet élément est suspect. Docteur, là, qu'est-ce qu'on a sur l'écran comme ça? Alors voilà, justement, avec les techniciens, voilà, vous avez exactement un scanner des poumons. La maladie à coronavirus Covid-19 a été détectée en Côte d'Ivoire. Cette maladie se transmet par voie respiratoire, par contact direct avec une personne malade et se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour se protéger du coronavirus, les populations sont invitées à se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Évitez tout contact étroit avec une personne souffrant de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires en respectant une distance d'au moins 1 mètre.
mettre. Utilisez un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Évitez de se toucher le nez, la bouche et les yeux. Aérez les lieux d'habitation et de travail. En cas de survenue de fièvre, toux ou difficultés respiratoires, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou un masque et se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101 ou envoyez coronavirus par SMS au 13 66. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de ses partenaires. Ko granwe coronavirus COVID-19 alun ke se dora ko lera hodie di ho kon kare de fo na ulu bukadin kana da fifi geti birka hanu ko la fiti bidu tombru pro wuti na kele ampu na fega di coronavirus rande di ken ro mona kyo ne na hulanye agba sanfon agba na nyon ahulanye ayela hala ne gba da blo sanfon nyon kan won gel akwa harare ahulanye robe we anina yiti bil di pro tombru ampu na fega sana kele mbo boy ko lirante hana anan boronta intelira kolirante hana di kolera afifi pinkalene fampunu di na de fan isa di fina fampunu na fega ile fo afifi kene fitetera bwa mimilda ken woni muswa aprana minkar aprana nuo sakelene afifi galan fe donation son para fa da ila hala na nyongban korka ta ke ne kelene ape nyongban korkera afiteli lire afaka dilo fana kolera fofega yal mimilda ke anakena nuo anakena minkar fana fofo yinaga anikyo tunoke han ni toma do patno ken han ni kala lon tuna fo fa ado ko lera konko na tombo porore antampu na fega ele fo afda ke fro kene nuo kene minka na musu akara unsoni an sanaka di ele fo ti dotro cho halile wo untepu na ga dotro cho a hin dotro tuna punu hino te bombe das no halile 143 101 coronavirus SMS 1366 dotro tuna ke han ki kes dora na ele ke nkun dotro tuna di fo du tibili yitombu kewe edana temeka o mienene. Mesdames et messieurs, bonjour. On observera au cours de la matinée un temps généralement nuageux sur la majeure partie du pays. Toutefois, dans les parties de l'est, du centre-est et des zones du littoral, du brouillard ou de la brume humide sera observé localement en début de période. Côté température, nous observerons 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 degrés à Bondoukou, 24 à Boaké et Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 à Gagnoa, 23 degrés à Korogo et Mont, 22 à Odiné, 25 degrés à San Pedro, 24 à Sassandra et Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. En début d'après-midi, on observera un temps généralement nuageux sur l'ensemble du pays. Mais en milieu ou en fin de période, les régions du sud forestier, de l'est, de l'ouest et du nord-ouest connaîtront des zones d'instabilité avec des orages isolés, avec ou sans averses de pluie. Pour les variables, nous aurons 30 degrés à Abidjan, 31 à Diaké, 32 degrés à Bondoukou et Boaké, 30 à Daloa, 32 degrés à Dimbokro, 31 à Gagnoa, 32 degrés à Korogo, 30 degrés à Mont, 32 degrés à Odiéné, 31 à San Pedro et Sassandra, 30 degrés à Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée dominicale à toutes et à tous.
L'unique rendez-vous de l'actualité dans Matin Bonheur. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le Grand Abidjan, isolé du reste du pays. Depuis hier minuit, la circulation de personnes entre la capitale économique, ses environs et l'intérieur du pays est suspendue. Décision prise pour stopper la propagation du coronavirus Covid-19 alors que la Côte d'Ivoire dénombre 25 nouveaux cas, ce qui porte à 165 le nombre de personnes infectées, dont 4 guéris et malheureusement un décès. Le point de la situation avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaoueli. Point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 29 mars 2020. Dimanche 29 mars 2020. 25 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés, portant ainsi à 165 le nombre total de cas confirmés et 4 guéris. Nous notons notre premier décès lié à Covid-19. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Le diagnostic de ce cas décédé s'est fait post-mortem. C'est le lieu de rappeler et d'insister qu'il ne faut pas céder à l'automédication dès l'apparition des premiers signes, notamment par la prise de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. Cela est très dangereux pour votre santé. Mais plutôt de rester chez vous et de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 et le 125. Nos équipes d'intervention rapide se rendront auprès de vous pour votre prise en charge. Par ailleurs, relativement aux nouvelles mesures de confinement de la ville d'Abidjan, prévues par le gouvernement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a mis en place des équipes de contrôle sanitaire aux différents postes de sortie d'Abidjan. Le nombre de cas confirmés risque d'augmenter de manière significative dans les prochains jours, avec son lot de cas modérés, de cas graves, avec des complications respiratoires et de décès. C'est le lieu d'insister sur l'importance des mesures barrières pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de réduire vos déplacements le plus possible, car le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Il est indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures sanitaires indiquées par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Une vaste opération de nettoyage et de désinfection des rues du district d'Abidjan démarre aujourd'hui. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, va durer 15 jours. C'est la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité qui l'a annoncé. Mahama Traoré. Dès demain lundi, la lutte contre le Covid-19 va monter d'un cran avec une vaste opération de salubrité que compte lancer le gouvernement dans le district d'Abidjan. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité entreprendra une opération de lavage et de désinfection des rues principales ainsi que des rues secondaires dans le district autonome d'Abidjan. Cette opération est prévue pour démarrer demain, lundi, pour une période de 15 jours. Elle concerne les 10 communes d'Abidjan ainsi que les communes d'Anyama, de Songon et de Bingerville. Le ministère de la Santé est en première ligne de ce combat contre le Covid-19. Eugène Akaoueli invite les populations à collaborer avec les équipes sanitaires déployées sur le terrain. Nous demandons donc à la population de réserver un bon accueil aux agents de santé et des forces de l'ordre
qui viendront les chercher pour une quarantaine de 14 jours car ces populations étaient exposées au virus. C'est à ce prix que nous allons rompre la chaîne de transmission. Le combat ne se mène pas seulement qu'à Abidjan. En ce qui concerne l'intérieur du pays, l'État met à contribution les comités départementaux de lutte contre les épidémies et les comités départementaux de sécurité. Ces deux organes, supervisés par les préfets de région, doivent veiller à l'application des mesures arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence en vue de freiner la propagation du Covid-19. Au-delà des autorités préfectorales, sanitaires, des forces de défense et de sécurité, l'implication de l'ensemble des élus, des leaders communautaires est plus que jamais nécessaire pour faire face à la pandémie. Les présidents de conseils régionaux et les maires sont particulièrement sollicités dans leur circonscription pour apporter tous les appuis et concours nécessaires à l'atteinte de l'objectif du gouvernement qui est de freiner la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité est également à la tâche. Nous menons des activités de sensibilisation à la prévention pour adopter les bons gestes, les gestes qui sauvent, mais nous menons également des activités à la résilience auprès des populations. Nos activités de sensibilisation ont démarré dans les communes d'Abobo, de Yopougon, de Koumassi et vont s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le volet social de cette riposte au Covid-19 prévoit également une prise en charge psychologique des personnes atteintes. Sur le continent, les élections législatives au Mali, déjà 2 fois reportées, ont finalement eu lieu hier en pleine épidémie de Covid-19. Le pays compte à ce jour 18 cas déclarés ainsi qu'un mort. L'élection s'est également déroulée dans un climat d'insécurité. Mercredi, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie, URD, et candidat à la dernière présidentielle, a été enlevé dans les environs de Tombouctou alors qu'il faisait campagne. En Ouganda, 14 ans après la découverte de gisements de pétrole exploitables, pas une seule goutte d'or noir n'a été extraite. L'Ouganda n'a cessé de décaler la date prévue pour le début de l'exportation du brut, m'étant fixée à 2023. Reportage. 1,4 milliard de barils de brut récupérables se trouvent sous les eaux du lac Albert. L'Ouganda dispose de la 4e réserve d'Afrique subsaharienne. Mais 10 ans après cette trouvaille, aucune raffinerie à l'horizon et aucune extraction n'a été effectuée. John Tundulu a été expulsé de chez lui au démarrage du projet. Aujourd'hui, il a du mal à finir les fins de mois. Le pétrole a changé ma vie, parce que maintenant, je meurs de faim. Avant cela, j'avais une vie correcte. J'arrivais même à gagner un peu d'argent en cultivant. Mais maintenant, c'est plus possible. Je n'ai nulle part où aller. Des compagnies pétrolières françaises, britanniques et chinoises gèrent les projets autour du lac qui sépare l'Ouganda de la RDC. Mais les divers partenaires peinent à négocier leurs accords commerciaux. Effectivement, quand on découvre des réserves, on espère mettre en production 7 à 10 ans après. Et là, on voit que les découvertes datent de 2006, donc on a quand même accumulé un certain nombre de retards. Le gouvernement s'attend à terme à engranger 1,5 milliard de dollars par an grâce à ces gisements. D'un point de vue technique, les projets sont prêts, mais les négociations commerciales sont toujours en cours. Mais nous sommes optimistes, parce que ce projet a été approuvé depuis plus de 30 ans. Plus de 7000 personnes ont été expulsées de leurs terres pour permettre la construction d'un aéroport et d'une raffinerie. Certains ont été relogés, mais d'autres attendent toujours des compensations. Ils nous avaient promis des titres de propriété pour nos terres, mais jusqu'à présent, ces terres ne nous appartiennent pas légalement. Nous ne sommes toujours pas les propriétaires. 6 ONG ont déposé plainte contre Total en France, accusant le groupe d'avoir dépossédé la population locale de ses terres. Autre inquiétude, les conséquences écologiques. Le projet pétrolier va traverser le parc des Murchison Falls. Cela veut dire que vous allez détruire beaucoup de biodiversité, beaucoup de zones humides, beaucoup de forêts. Tout ça, c'est l'impact que nous n'avons pas encore vu. Le gouvernement estime avoir mis en place les mesures nécessaires pour protéger l'environnement.
En Ouganda, 21% de la population vit dans une pauvreté extrême. Le pays compte sur le pétrole pour rembourser sa dette publique. Optimiste, il tape sur une production d'ici 3 ans. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce 6h30. Excellente journée à toutes et à tous. Merci Régis Kofi, merci à vous et puis on se revoit demain avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale. Nous sommes encore avec vous pour cette nouvelle semaine, ô combien précieuse de passer ces temps en votre compagnie. Nous allons poursuivre le conducteur de cette émission, bien sûr à de toujours. Marcelin, il est bien installé à son fauteuil et on recevra dans quelques petites secondes Monsieur Renaud Kobia. Comment ça va, ma très chère Ça va Alix? très bien. Très bien. J'espère que vous allez très bien également. Mesdames et messieurs, nous avons ouvert avec la sensibilisation par rapport au Covid avec le docteur Elamine Milad qui est vraiment avec nous à Matin Bonheur. On le remercie gracieusement. Merci en tout cas à toutes et à toutes. N'oublions pas les gestes barrières. On ne le dira jamais assez. Revue de presse, c'est parti. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Eh oui, on démarre cette revue de presse évidemment teintée au Covid-19. La revue de presse de ce jour est en grande partie consacrée, hélas, à cette pandémie. On démarre avec la mesure d'isolement d'Abidjan du reste du pays qui est rentrée en vigueur hier minuit. Bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Tout à fait, depuis hier minuit, plus personne ne peut entrer ni sortir du Grand Abidjan. À ce sujet, le Jour Plus révèle ce qui est demandé aux voyageurs et où s'adresser pour avoir les autorisations dont doivent désormais disposer toute personne souhaitant se rendre à l'intérieur du pays. Le confrère indique par la même occasion les mesures prises pour le ravitaillement de la capitale économique en vivres. Mon très cher Renaud, il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure par rapport au Covid-19 qui a avancé, hélas, dans notre pays. Exactement, face à la propagation rapide du Covid-19, le Patriote révèle que le gouvernement sort la grosse artillerie. Celle-ci se présente comme suit. 4 nouveaux centres de soins créés, 300 nouveaux lits de réanimation disponibles, l'augmentation du nombre de laboratoires ou encore la commande de tests rapides. Plus de précisions dans Le Patriote. Et selon l'organe de presse qui suit, les autorités ivoiriennes seront strictes dans l'application des mesures. Oui, après l'isolement d'Abidjan, le gouvernement menace de durcir les mesures. L'Inter qui en parle dans son édition de ce lundi 30 mars 2020 révèle à ce sujet les scénarios possibles en cas de confinement total. Et oui. Et puis un dispositif mis en place sur l'axe Abidjan-Bassam occasionne des mécontentements. En effet, il y a eu de vives tensions ce week-end entre les voyageurs, les agents de santé et les forces de l'ordre sur l'axe Abidjan-Bassam en raison d'un corridor sanitaire installé au rond-point d'Anani. Selon Soir Info qui donne cette information, la grogne des usagers de cette voie s'explique par le fait qu'ils ont été surpris par cette mesure qui a occasionné de longues files d'attente sur ce tronçon. Et toujours dans la lutte contre le coronavirus, les praticiens veulent jouer leur partition. Oui, les experts de la médecine naturelle se lancent dans la bataille selon Allo Police. Le confrère propose des solutions de certains d'entre eux et attire l'attention sur la consommation abusive des feuilles de Nîmes qui peut représenter un danger pour la santé. Soit dit en passant, il y a un arbre de Nîmes à Saint-Jean, à l'église Saint-Jean, qui a pratiquement failli être déterré il y a quelques jours. Alors, sa révérence, franchement, lutte contre le coronavirus, le secrétaire général de l'ONU met en garde tout un continent. Pour Antonio Guterres, il faut une mobilisation gigantesque pour l'Afrique parce qu'on peut encore éviter le pire. Le patron de l'ONU, selon Le Matin, a tenu ses propos devant le manque de moyens du continent pour contrer l'avancée de la pandémie. Et voilà, l'alerte est donnée. Fraternité Matin s'intéresse aux dernières mesures arrêtées par le gouvernement. Oui, et parmi elles, le confrère nous apprend que le parc des sports de Trècheville ainsi que le complexe Jesse Jackson de Yopougon seront réquisitionnés pour accueillir les malades. Le quotidien pro-gouvernemental révèle également que des tentes seront aussi installées dans la cour du CHU de Yopougon pour accueillir les patients et qu'une opération de lavage des rues et de distribution gratuite de sacs poubelles démarre ce lundi 30 mars 2020. Et puis Renaud, c'est qu'on redoutait tant finalement arrivé, la Côte d'Ivoire enregistre son premier cas de décès par rapport au Covid-19. Oui, l'annonce a été faite hier par le docteur Eugène Aka Awele qui a indiqué que c'est après la mort du patient que des tests ont révélé qu'il était décédé du coronavirus. À noter que le nombre de personnes infectées par le virus en Côte d'Ivoire est passé à 165 depuis hier dimanche. Eh ouais, hélas, on espère que la chaîne de contamination va se stopper parce que ça commence à devenir ça trop. Ça craint, ma très chère. Exactement. On se revoit demain.
À demain. Vous avez votre masque? Oui, je l'ai. Je le mets un tout, hein. Ah oui, j'ai désinfecté même la table et tout ça. On a, parce que oui, il faut le faire. Il ne faut pas attendre, il faut faire soi-même. C'est clair, il faut le faire soi-même. Comme on dit, on est mieux servi par soi-même que par les autres. Justement, nous, on va vous servir, parce que c'est notre mission ici. Et aujourd'hui encore, on décide de vous apporter la dose d'énergie nécessaire pour vous donner de l'entrain pour affronter toutes les vicissitudes de la vie. Ce sera avec le coach Diabati. Bonjour, je vous à la maison, Coach Diabati pour vous servir. Aujourd'hui, séance de step. Ok, nous respectons toujours les consignes. Distance d'un mètre. Ok, Coach Massa, Coach Momo. Ok, toujours utiliser nos produits désinfectants. Ok, Coach Massa, distance. Coach Momo, distance. Et au moins même le Coach Diabati. Allez, grandis. Tire bien sur la pointe des pieds. Ok. Là, bouge. Et avec le sourire, bien sûr. Allez. Ok. Sur la main. Gauche. Droite. Ok. Bouge avec le sourire. Ok. Bouge. Encore. Bouge. Ok. Reviens là. C'est beau. Ok. On va partir avec le premier exercice de step, basic step, ok? Le mouvement il est simple, la jambe monte et descend, mais on part avec le rythme de la musique, on va ensemble. Ok, bouge là, avec mouvement de bras, bouge, c'est parti, bouge là. Bouge. Et pause. Marche. On va changer. Doucement. Pause là. Pause là. Pause. Bouge. Avec mouvement de bras. Bouge. Continue. La jambe libre, légèrement fléchie. La jambe qui monte. Posez bien le talon. Et déposez totalement le plat du pied. Avec bien sûr le sourire toujours. Tac, bouge et pose. On va aller en alternance. Ok. Bouge. Là. Avec toujours mouvement de bras. Bouge. Légèrement fléchi. Bouge. La jambe est sollicitée ici dans cet exercice. Ok. Bouge. Ok. Continue. Bouge. Et pause. Bouge. On va changer tout de suite, hein. On s'apprête. Change. Bouge. Et pause. On va traverser. Ok. Les traverses. Donc, là, bouge. Là. 2. Tout le monde là. 2, 3, 4. Bouge. Pour les personnes qui ne sont pas endurantes, qui n'ont pas la condition physique totale, pour aller comme coach Momo et coach Massa, vous travaillez comme moi tout doucement. Toujours. On est relax, avec bien sûr le sourire. Ok. Restez derrière, step. Marche. Grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est dur, mais c'est vital.
À bientôt et au revoir. C'est vital, mesdames et messieurs. Merci à notre coach, hein, malgré ces temps bizarres, ces temps qui tangent. Pour parler comme le poète, on garde toujours la pêche. Must go home, pas home, parce qu'à la maison, on peut faire le show. Il va arriver un moment, peut-être on va vous présenter depuis la maison. Moi, je fais l'intro aux deux plateaux. Alex fait l'intro du côté de Bégerville et ce sera super. En tout cas, il faut avoir l'âme des Ivoiriens, c'est-à-dire prendre tout avec sérénité, quoi. C'est ça, c'est ce côté-là qui fait qu'on s'en sort toujours parce que le découragement n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, nous aimerions souhaiter un excellent être annuel à un de nos collaborateurs parmi les plus dévoués, les plus fidèles. Il s'appelle Gerson Boussou, assistant à la réalisation RTI, qui souffle une bougie ce lundi 30 mars. Nous lui souhaitons vraiment un très joyeux anniversaire. Gerson, c'est lui, c'est Gerson. Ouais. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour Gerson? Ben oui, merci Gerson pour tout ce qu'il fait. Ouais. Et on se 30, hein. Ouais, merci. Voilà, on se 30, on a aussi une téléspectatrice très fidèle qui nous suit tous les jours, que ce soit pour la première diffusion ou pour la seconde rediffusion. Alors, c'est Madame Nabintou Bomba du côté de Sinakasi qui nous suit tout le temps. Joyeux anniversaire à elle aussi. Un gros bisou et puis on lui apporte des fleurs sans toucher les fleurs. gros bisous. Hein. Et puis voilà, toutes ces personnes qu'on ne connaît pas qui fêtent un an de plus, ça fait plaisir. Matin Bonheur se poursuit dans quelques instants. On va recevoir, on aura donc notre spécialiste de la route qui nous parlera de transport et coronavirus. Mais avant, on va aller donc à domicile, service à domicile, pour parler justement de ce sujet qui hante tous les esprits. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la maladie du coronavirus. Quelles sont les mesures de prévention et les mesures de prévision? Qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Et vous savez que c'est une maladie, elle est très dangereuse et contagieuse. La famille Ouattara nous reçoit, suivez-nous. Coco. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Donc, le coronavirus, là, c'est une nouvelle maladie. C'est une nouvelle maladie qui est causée par un virus. Et ce virus-là, comme ma petite soeur l'a dit, elle dit que c'est dans l'air. Ça n'est pas dans l'air. Quand on éternue, là, il y a des petits crachats, petits mauves qui sortent là. C'est dedans, ça y est. Quand c'est dans le corps de quelqu'un. Ce n'est pas dans l'air. On dit de respecter la mesure de distance là, 1 mètre là. Parce que si la personne est ténue, ça ne va pas dépasser, ça ne va pas arriver là-bas. Vous voyez, non? Donc, pour le moment là, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin, c'est un nouveau virus, il n'y a pas de vaccin. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit que maintenant là, habituellement quand tu es ténu, tu fais comment? Et quand tu tousses là, tu fais comment? Ça, c'est ce que tu as vu à la télévision. Tu vois, non? Voilà. Et puis, tu as fini de tousser dans ta main, et puis tu allais saluer quelqu'un. La personne aussi, quand il a salué, là, il a pris comme ça, il s'est donné aussi à quelqu'un d'autre, lui aussi va donner, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant, il ne faut plus en tousser dans la main. Il ne faut plus en être tenu dans la main. On est tenu dans le pied du coude. On tousse où aussi? Dans le creux du coude. Maintenant, si on a oublié, on peut faire comment aussi? Dans un mouchoir. Quel genre de mouchoir? Il y a beaucoup de mouchoirs. Hein? Les petits, c'est vrai qu'on appelle dans notre Abidjan, c'est babo là. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est mieux de prendre ton papier mouchoir, puis tu éternues dedans. Quand tu as fini d'éternuer dedans là, tu prends, je mets dans la poubelle et puis je ferme la poubelle. Dès que je finis, qu'est-ce que je dois faire immédiatement? Pourquoi? Donc, dès que je finis d'éternuer dans mon mouchoir, que j'ai fini, que je mets à la poubelle, que je ferme, je vais immédiatement me laver les mains. Qu'est-ce que je dois prendre comme mesure de sécurité encore? Un désinfectant. Au cas où je n'ai pas d'eau à côté de moi, je n'ai pas de savon à côté de moi, je dois avoir mon gel
hydroalcoolique. Hein? Je dois avoir mon gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains. Tout à l'heure, on va voir comment est-ce qu'on se lave les mains. Tout à l'heure, on va voir comment est-ce qu'on applique aussi le gel hydroalcoolique. Dans un premier temps, pour tousser, il faut tousser dans le creux du coude. Dans un deuxième temps, pour éternuer, il faut éternuer dans le creux du coude. Dans un troisième temps, nous rentrons maintenant dans la prévision. Il faut se laver les mains, il faut se laver les mains avec du savon, il faut se rincer bien les mains avec de l'eau. Vous savez, pour tout ce que nous venons de vous dire, cette pandémie fait beaucoup de ravages dans le monde. Raison pour laquelle nous avons montré des gestes à faire. Il faut les suivre. Surtout, tout ce que l'équipe médicale vous donne comme consigne, il faut les suivre à la lettre. Tout ce que les autorités vous disent, il faut les suivre à la lettre. Ne négligez rien. Merci, à la prochaine. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. La maladie à coronavirus Covid-19 a été détectée en Côte d'Ivoire. Cette maladie se transmet par voie respiratoire, par contact direct avec une personne malade et se manifeste par une fièvre, une toux et des difficultés respiratoires. Pour se protéger du coronavirus, les populations sont invitées à se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Évitez tout contact étroit avec une personne souffrant de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires en respectant une distance d'au moins 1 mètre.
mettre. Utilisez un mouchoir pour éternuer ou tousser et le jeter dans une poubelle. À défaut, éternuer ou tousser dans le pli du coude. Évitez de se toucher le nez, la bouche et les yeux. Aérez les lieux d'habitation et de travail. En cas de survenue de fièvre, toux ou difficultés respiratoires, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou un masque et se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101 ou envoyez coronavirus par SMS au 13 66. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de ses partenaires. Après le coronavirus COVID-19 ma abele Côte d'Ivoire wa wonne pa mayire mo gua c'est au propre nyamane nyepe nyomum anek be agua ba anko keseba mo gua c'est au tenten nyamane mo anek be awruba o kpura ten asumanie anko korbo o le tiasemane o ka nyepe aza aba ne pa awu awanye dina coronavirus a ozaza an woro ke dibu somrawo aka ke woro dibu yeso ke woro gwaziyawo aka ke woro so an bi alcohol an woro yeke so anona ne pa mo gua ba la ko korbo ministère bo ora menene o ka sasa nyepe le ne pa anyu anu adre guaza so na do amene akana aka soro no aka kwase no yokodubu o mo zuo nuo akwase ansoro aka soro we ma trikpo ma po kana do ani edini awuka na so amo panio akwase nire so anu na akare gre momo te momo mrebiri ni momo te momo nuo biri ni momo te momo o yiri musio de ala ye gre la nyomo prende tein mo guaza nekpe u gbolo ko te mo pane o nye penye pa o kama dike ni o mrea onua aribo yoko akado mrozo na bo nwere yo akado omrozo u gbolo ki de mo le mo wazu o mreo mo adibu o anzo na mreo ide wu anzerera ake se bayirma ama do tagbare yuku wara aribo ne piao anyo kamam za so anu na o kana ake sasem no o waze sakara troa oniele waze o waze sa maema ze pa wasu idi ya kamara coronavirus a amen akwa SMS obe wana ba ma 1366 anya yela ministra osuo doté wa dia kama moi mozan le diam. Le retour sur ce plateau est toujours dans le prolongement de la lutte contre le coronavirus. Aujourd'hui, dans notre thématique emploi, nous parlons d'hygiène et sécurité au travail dans un contexte dû à la pandémie. Comme vous pouvez le constater, il y a certaines personnes encore qui continuent d'aller au travail. Voilà, parce que c'est demi encore. Donc, avec M. Zie Ouattara, expert en ressources humaines, nous allons bien sûr énumérer toutes les phases pour être protégé au sein de son boulot. Alors, jingle et on revient. Spectateur de la RTI, Marcelin, je veux m'inscrire dans la même logique que toi. Je suis ici à la gare sud du plateau pour rappeler les mesures sanitaires à prendre en vue de freiner la propagation du virus Covid-19. On le sait aujourd'hui, en l'absence de remèdes, en l'absence de solutions médicales, des gestes barrières sont préconisés pour empêcher le virus de circuler interhumain. Et ces mesures-là ont été rappelées par le gouvernement ivoirien ainsi que certaines autorités municipales. Deux mesures essentielles attirent mon attention, c'est garder une distance d'1 mètre au moins entre les personnes et surtout éviter de répandre la maladie en observant des règles d'hygiène corporelle de base. C'est laver régulièrement les mains et c'est désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Beaucoup d'usagers de la route ont réagi sur les réseaux sociaux quant à l'application, quant à l'effectivité de ces mesures-là dans les transports en commun. Et c'est de ça que nous voulons parler ici. Est-il possible en cette période de crise sanitaire d'observer ces mesures d'hygiène, ces mesures de distanciation dans les transports en commun? On a vu là, il n'y a pas longtemps l'exemple donné par la SOTRA en faisant désinfecter des bus, en faisant désinfecter des quais en vue de, à sa manière, lutter contre la progression du virus. Cette mesure a suscité deux réactions. Pour certains, c'était une mesure sanitaire à saluer, dans la mesure où elle donne l'exemplarité à faire pour tous les transporteurs. Ils espèrent que ce n'est pas qu'un simple coup de pub et qu'on pourra continuer ainsi. D'autres, par contre, estiment que c'est un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où, après avoir désinfecté le bus, on va se retrouver confiné dans le bus, on va se retrouver confiné dans des véhicules de transport en commun. Et du coup, le risque revient et la problématique se pose toujours. Peut-on empêcher la propagation du virus toujours, dans la mesure où on est toujours en train de recourir au transport en commun?
Il n'y a pas de disposition particulière. Nous savons que c'est une crise spéciale, c'est une situation spéciale, c'est une crise que vit pratiquement le monde entier. Et cette problématique de la réglementation dans les transports en commun, de l'application des mesures d'hygiène dans les transports en commun, se pose un peu partout dans le monde. On a vu, quand bien même, un peu avant les mesures de confinement général, on a vu des métros bondés dans plusieurs villes d'Europe. On a vu aussi des taxis très chargés. Et cette problématique n'est pas typiquement ivoirienne, mais elle demande à ce que chaque automobiliste, chaque usager de la route prenne un peu des mesures d'autodiscipline, d'autoconfinement. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il est possible d'observer ces précautions sanitaires-là dans les transports en commun. À la vérité, il est quasiment impossible. Il est pratiquement difficile d'observer une distance d'1 mètre dans un véhicule qui, de par sa longueur, par sa dimension, dépasse difficilement les 2 voire les 3 mètres. Il n'y a malheureusement pas de mesures propres à observer dans les véhicules en transport en commun. On a vu que depuis un moment, certaines autorités municipales essaient de réagir pour limiter le nombre de passagers dans les véhicules, pour limiter aussi le nombre de passagers dans les quais, dans les gares routières. Mais bien évidemment, quand bien même on serait 2 ou 3 dans un véhicule, on ne pourra bien évidemment pas respecter cette distance de 1 mètre. L'idéal serait de privilégier d'autres moyens de transport. Pourquoi pas la marche sur des distances assez courtes. Et quand je dis assez courtes, ce n'est pas pour faire les 100 pas. On a vu des Ivoiriens, on a vu des populations se déplacer à pied lorsqu'il y avait des grèves de transporteurs, on les voit souvent lorsqu'il y a des embouteillages de grande ampleur. On vit une crise sanitaire de grande ampleur et dans la mesure du possible, si la distance à parcourir n'est pas très longue, il faut pouvoir le faire à pied ou à vélo. C'est quand même assez bon dans ce contexte-là de faire un peu de sport. Et c'est bien évidemment une méthode pour vous de vous tenir loin des personnes qui pourraient être affectées. Il faut, si ce n'est pas le cas, quand on est en voiture, prendre certaines habitudes très simples. On est habitué à rouler à la climatisation, mais on nous conseille d'aérer le véhicule, donc il faut descendre les vitres, couper la climatisation. Bien évidemment, ça ferait du bien à votre porte-monnaie, mais ça ferait aussi du bien à la planète et ça contribuerait aussi à freiner l'évolution du virus. Et enfin, il faut vraiment prendre soin du véhicule, il faut l'entretenir, il faut le nettoyer, voire le désinfecter dans certains cas. Toujours pour espérer freiner la propagation du virus, il y a certains comportements, certaines pratiques que nous avions qu'il faut cesser. Nous avions l'habitude, quand nous sommes dans notre voiture, de jeter un mouchoir par terre, de cracher par la vitre. C'est des comportements à cesser aujourd'hui, en tout cas en cette période difficile-là, pour éviter de répandre le virus. Bien évidemment, je n'insisterai pas sur le fait que c'est des pratiques qui sont sanctionnées, qui sont des infractions punies par la loi, mais je vais insister sur la responsabilité que chacun a à son niveau d'agir pour freiner la propagation du virus. Il est avéré aujourd'hui que des gestes barrières, des comportements responsables ont permis de freiner la propagation du virus. L'exemple de la Chine, l'exemple de la Corée du Sud sont des témoignages efficaces que nous pouvons arriver. C'est vrai qu'on est encore dans certains préjugés. Le virus ne peut pas prospérer en Afrique parce qu'il fait chaud. On n'en a pas encore la preuve. L'organisme africain est peut-être plus endurci que pour certains autres humains. On n'en est pas encore plus sûr. Mais ce dont on est vraiment sûr, c'est que quand on adopte des gestes responsables, des gestes barrières, on arrive à mettre fin à la progression du virus et on arrive à sauver des milliers de vies. En attendant d'avoir plus ample information, plus ample décision de nos autorités, chacun doit, pour sa part, être responsable. Et comme je le dis toujours, nous devons pouvoir conduire et bien nous conduire sur la voie publique. Aujourd'hui, la voie est assez déserte. Ça fait peine à voir, mais c'est à bon escient. C'est des mesures courageuses, c'est des décisions qu'il faut prendre pour vraiment mettre fin à la progression du virus sur la voie publique et permettre aux usagers de la route de récupérer tous leurs droits de circulation. On espère que ça sera pour très bientôt. Je vous remercie et je vous rends l'antenne, Marcelo. Eh oui, c'était bien sûr notre rubrique Inforoute avec tous ces conseils prodigués par notre consultant. Voilà, nous en arrivons maintenant à la thématique emploi avec M. Zié Ouattara, expert en ressources humaines, pour parler bien sûr d'hygiène et sécurité au travail à l'ère, hélas, du Covid-19. Jingle. Ils sont au front, mesdames et messieurs. Ce sont les responsables des ressources humaines des entreprises. Paniqués, sereins, ils transmettent en tout cas toute la dose d'énergie qu'on doit insuffler à une société, à une entreprise, à côté donc des responsables directs. Alors avec lui, nous allons parler bien sûr d'hygiène et de sécurité au travail, mais comment ça se passe et comment les employés, ceux qui sont dans l'opérationnel ou les cadres, appréhendent-ils le Covid-19 Zié Ouattara, bonjour. Bonjour, Marco. Faut-il désespérer?
Non, il ne faut pas désespérer. Ce qu'on demande, aujourd'hui, le monde entier, comme la Côte d'Ivoire en particulier, fait face à une crise sanitaire. Et au-delà de cette crise sanitaire, il y a aujourd'hui cette crise psychologique qui a beaucoup plus d'effets même par rapport à la crise sanitaire. Okay? Donc, face à cette situation, le rôle que les RH ont à jouer, c'est un rôle de communication à 360 degrés. Okay? Au-delà des mesures barrières, des recommandations du gouvernement, les entreprises, en fonction de leurs moyens, mettent en place, essaient de renforcer les moyens de leurs services hygiène, santé, sécurité au travail pour pouvoir faire beaucoup plus face à cette crise-là. Et les RH, le rôle des RH, comme je l'ai dit, c'est la communication à 360 degrés. Ils doivent pouvoir adapter la communication en fonction de l'évolution de cette crise. Okay? Quand on était à 5 cas, la communication qu'on tenait n'est pas aujourd'hui la même communication qu'on tient, le fait qu'aujourd'hui on soit à 160. Ça, vous avez raison, parce qu'on a des questions concrètement par rapport à ça. Alix. Bien évidemment, et justement dans l'angle de la communication, notre reporter JRI Emmanuel Bonzo vous a rencontré pour bien sûr recueillir vos questions adressées à M. Ouattara. Quel est le procès communicatif que doit tenir l'entreprise pour rassurer ses employés dans le contexte actuel du coronavirus? Alors, dans le contexte actuel du coronavirus, d'abord, les responsables d'entreprises comme les RH doivent garder leur sérénité. Pour pouvoir convaincre votre auditoire, pour pouvoir convaincre les employés, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils essaient de comprendre ce que vous dites, vous-même vous devez être serein. Mais quand on a l'impression que vous êtes paniqué, évidemment, vous transmettez la panique. Donc, il faut être serein. Il faut avoir un style de communication adapté à votre environnement. Pragmatique. Le langage qui est très soutenu et véridique. Si vous avez en face de vous des ouvriers, vous devez être capable de revenir à leur niveau, utiliser les mots justes, les mots qu'ils peuvent comprendre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la RTI essaie de communiquer avec les langues locales. Donc il faut pouvoir trouver les mots justes, pas des mots aussi élevés pour que ces collaborateurs-là puissent comprendre. En fonction, comme je l'ai dit, de l'évolution de la crise, adapter cette communication pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est de la routine. Okay? Après, on doit avoir en tant que RH des communications rassurantes. On doit pouvoir rassurer nos collaborateurs, leur dire que tant qu'on peut, tant que le minimum, je veux dire, l'État n'a pas encore pris des mesures fermes pour ne pas qu'on aille au travail, on doit pouvoir leur rassurer qu'avec la direction générale, on fera le nécessaire pour pouvoir maintenir leur emploi. Naturellement, il peut y avoir des réaménagements et ces réaménagements en termes de communication, on doit pouvoir échanger avec ces collaborateurs-là, avoir vraiment une communication participative, prendre leurs préoccupations, échanger avec eux, prendre également leurs idées, leur dire en face de cette crise-là, aujourd'hui le marché est plus ou moins fermé. Okay? Il y a un minimum, peut-être que tu as 50% du marché qui n'y est plus, mais tu as 50% du marché qui est là. Donc du coup, l'entreprise qui est un lieu de business paie une bonne partie de son chiffre d'affaires, mais en voulant maintenir vos emplois pour ne pas aller en chômage technique, qu'est-ce qu'on fait? Ces collaborateurs-là vont vous proposer des idées. Certains pourront dire, par exemple, face à cette crise, on peut laisser tomber certaines primes. Okay? Des primes qui ne sont pas forcément, en fait des primes d'encouragement qu'on peut laisser tomber parce que l'entreprise doit pouvoir assurer le minimum vital qui est le salaire pour permettre à maintenir les emplois. Tout à fait. Et vous entrez déjà dans un thème très important et très abordé par les téléspectateurs. Parce que c'est bien beau de maintenir un noyau dans la société, mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de mesures d'accompagnement quand on sait qu'il y a des professions libérales qui sont très touchées? La preuve. Concernant les mesures de prévention prises par l'État, j'aimerais savoir quelles devraient être les mesures d'accompagnement pour le secteur libéral afin de pouvoir les accompagner à respecter les mesures de prévention et puis le confinement effectif. Parce que nous qui sommes agents de l'État et fonctionnaires, nos salaires seront plus ou moins garantis, mais ceux qui sont dans le libéral, on ne sait pas comment ils vont s'arranger, quels seraient les moyens vraiment mis en place pour pouvoir les aider dans ce sens. À ce niveau, le législateur n'a pas vraiment prévu quelque chose. Hein. Dans l'état actuel, oui. Voilà, dans l'état actuel. Donc, il faut de la solidarité.
C'est un statu quo. Donc il faut de la solidarité autour de ces personnes-là. Et ça amène ça nous amène tous à réfléchir à un après-coronavirus. À l'après-coronavirus, il faut que le législateur puisse se pencher sur ces questions. C'est dès maintenant. Je me permets de vous couper, Alix, parce qu'il ne faudrait pas... Ce qui est bien dans ce qui arrive de mauvais dans une société, c'est que ça nous permet de projeter ce qui va avoir lieu plus tard. C'est une expérience douloureuse, mais c'est un moment par lequel il faut passer. C'est dès maintenant qu'il faut préparer l'après-Covid. L'après-Covid. Et comment, au niveau des ressources humaines, on appréhende ça? Pour la préparation de l'après-Covid dans nos sociétés. Ok. D'abord, nous, quand on a vu la crise venir, pas mal de RH, ils avaient déjà anticipé. Okay? Quand ça a commencé à évoluer au niveau de la Chine, que ça atteint l'Europe, pas mal de RH avaient commencé à anticiper. Comment? En réunissant leurs collaborateurs, en échangeant avec eux pour dire on est en train de faire face à une crise qui pourrait du jour au lendemain être dans notre pays, on pourrait être touché. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut anticiper pour ne pas arriver à des phénomènes de chômage technique? Donc les collaborateurs ont fait des recommandations qui ont permis au RH de faire des recommandations à leurs dirigeants. Okay, donc, ça a nécessité des réaménagements d'emploi du temps. Peut-être les équipes vont réduire le nombre d'heures de travail. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et pour les RH qui n'ont pas saisi, on va dire, l'opportunité de faire ce genre de rencontre où ça n'a vraiment pas été fait, comment rattraper les choses maintenant? Ils vivent le changement. Ils subissent le changement actuellement. C'est plus dangereux. Ceux qui ont anticipé... Ceux qui ont anticipé, ils avaient pris des mesures, mais ceux qui n'ont pas anticipé... Il y en a qui ont agi, il y en a qui réagissent. Il y en a qui agissent, il y en a qui réagissent. Voilà pourquoi on dit toujours, quand vous êtes manager, vous devez pouvoir anticiper. Ça, c'est le rôle d'un bon manager. Anticiper, ne pas attendre que la crise soit là et puis subir la crise. Voilà. On a une autre question d'un autre intervenant au micro de Emmanuel Bonzo. Voilà, c'est parti maintenant. Monsieur, en tout cas, l'aspect des ressources humaines, si l'entreprise doit nous dire d'arrêter de travailler. Voilà, c'est quelle garantie que cette entreprise, en tout cas, nous promet ou bien prévoit pour nous, afin qu'on arrête de travailler. Oui, c'est vrai, comme Alix dit, la psychose de la perte du travail après, on fait comment? Alors, sur cette question, il faut dire ce que la loi prévoit. Le chômage technique n'est pas rémunéré. Ça, c'est la loi. Le chômage technique n'est pas rémunéré. Donc, encore une fois, c'est la solidarité et le bon sens des chefs d'entreprise dans ce contexte en fonction de leurs moyens qui est demandé. Comment ça se matérialise, cette solidarité, le bon sens? Parce que le bon sens de Pierre n'est pas le bon sens d'Ismaël. Hein. Justement, c'est en fonction des moyens, des ressources de l'entreprise. Il y a des entreprises, par exemple, les entreprises n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des entreprises... Quand vous prenez un restaurant, il vend au jour le jour, il encaisse et puis il a ses moyens. C'est différent peut-être d'une entreprise de production où il y a des commandes en cours. Je veux dire, elle, en satisfaisant ces commandes en cours, là, elle peut avoir le minimum pour pouvoir assurer le salaire des collaborateurs sur 2 ou 3 mois. C'est différent. Donc, en fonction des moyens des entreprises, les entreprises qui ont les moyens peuvent, par exemple, faire des prêts aux salariés, avec un système de remboursement beaucoup plus souple à l'après-Covid. En termes de bonnes pratiques également, les entreprises peuvent mettre en congé annuel de façon anticipée tous les collaborateurs en leur payant les allocations de congé. Donc, les collaborateurs vont prendre leur congé de façon anticipée, rester confinés chez eux durant... et si après les 1 mois, tout rentre en ordre, naturellement, ils viendront reprendre le travail. Monsieur Ouattara, dans un contexte tel que nous le vivons ici en Côte d'Ivoire, où c'est sûr qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir supporter, on va dire, la masse salariale de leurs agents, l'État joue quel rôle là-dedans? Le rôle de l'État, c'est de pouvoir accompagner... Immédiatement, ce n'est pas évident que l'État puisse réagir pour ces entreprises parce que l'État, de son côté, est en train de mobiliser des fonds pour faire face à la crise. Si dans ces fonds que l'État est en train de mobiliser, dont on a parlé, il y a quelque chose de prévu pour ces entreprises, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, après la crise, l'État verra comment est-ce qu'il peut accompagner ces entreprises-là à travers des moyens, des mesures fiscales beaucoup plus intéressantes pour leur permettre de récupérer plus ou moins. Monsieur Ouattara, si tout va bien, parce qu'on nous dit que tout va bien, qu'au niveau des entreprises, on a de bons résultats, mais alors que si tout va vraiment bien, normalement, ce genre de situation que nous vivons, on doit pouvoir s'asseoir sur certaines ressources. Alors que là, on a l'impression que franchement, tout est à faire, tout est à refaire, on est à la collecte.
Alors que gérer que ce soit une entreprise qu'un État, c'est prévoir. C'est prévoir. Mais pourquoi alors on a des fonds, on a des crédits, les Ivoiriens veulent savoir, on entend tout ça. On se dit non, c'est pour tel nombre d'années, il y a des fonds de ceci, fonds de cela, des fonds garantis, fonds souverains. Mais on fait quoi concrètement avec ça? En même temps, ce qu'on ne dit pas aux Ivoiriens, c'est que notre économie est dominée par les PME. Les PME et les PMI. Ces grandes entreprises qui ont ces fonds-là vont représenter autour de 5% du nombre d'entreprises. Donc ça devient alarmiste. Hein, parce que c'est très alarmiste. Ben oui. Mais je me dis, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a eu un avant-coronavirus. Donc ça ne va pas si bien que ça alors. Ça n'allait pas si bien que ça. Il y avait un avant-coronavirus, il y a un coronavirus, il y aura un après-coronavirus. Et c'est le moment pour tous les chefs d'entreprise, que ce soit des PME, des PMI comme des grandes entreprises, de pouvoir réfléchir à leur avenir. Quelles seront leurs entreprises après cette crise-là? Mais les entreprises payent des impôts, elles attendent aussi des choses du gouvernement. Naturellement, pour ces mois en cours, l'État ne va pas être aussi exigeant sur la récupération de ces impôts. On reste tout de suite. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en savez? On vit une situation. On vit une situation et de façon naturelle, il y a des choses qu'on... Mais les factures arrivent toujours justement, il fallait en parler parce qu'il y a des gens qui relaient l'information comme quoi des factures d'eau et d'électricité tombent à ce moment-là. C'est pas évident parce qu'on est tenté de faire un choix, faire soit des provisions parce qu'on tire inexorablement vers des confinements, soit on prend la décision tacite de rester chez soi. Donc il faut pouvoir nourrir la famille ou d'assurer le paiement de la facture. Il y a des dilemmes permanents. C'est un cri de cœur national que tous les Ivoiriens font à l'égard de l'État de Côte d'Ivoire. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire écoute les Ivoiriens depuis le début de cette crise. Et je pense qu'à la fin de ce mois, on espère tous que l'État va prendre des mesures drastiques. Aujourd'hui, c'est le 30. En faveur des Ivoiriens. Alors, il y a une certaine injustice entre guillemets. Il y a des entreprises, du fait de leur proximité avec les gens, qui ont dû fermer en même temps. Et il y a d'autres entreprises qui sont des entreprises de services, qui continuent. C'est une injustice entre guillemets parce que il faut être réaliste aussi. Alors, ces entreprises concernant et concrètement qui apportent énormément. Et puis il y a aussi le volet informel. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? À ce niveau, oui. Le volet informel, voilà pourquoi on essaie d'encourager tout le monde à formaliser, à partir vers tout le monde n'a pas les moyens de formaliser aussi. Tout le monde n'a pas les moyens, mais quand vous êtes dans l'informel, vous devez prendre vos précautions au jour le jour. Voilà pourquoi même dans les entreprises, les employés occasionnels qu'on appelle les journaliers, chaque jour, au jour le jour, on paie leur gratification, on paie leur congé annuel. C'est pour que chaque jour... Il faut prévoir aussi des réserves. Chaque jour, ils puissent se préparer pour faire face à d'éventuelles crises. Donc, ceux qui sont dans l'informel, je crois que cette crise est arrivée au mauvais moment, mais la leçon qu'il faut tirer de cette crise, c'est comment est-ce que nous nous organisons, c'est comment nous allons nous organiser désormais pour pouvoir faire face à ce genre de crise. Et faire prédominer aussi la solidarité nationale. Hein, parce qu'on peut être nanti à côté de quelqu'un qui n'en a pas. Il ne faut pas hésiter à partager parce que la situation se présente. Surtout la solidarité. Vous êtes DRH d'une entreprise de 150 personnes. Des pères de famille, des gens vraiment dans un secteur vital. Comment vous allez devant eux pour leur parler de ce genre de sujet-là? Vous leur dites quoi, concrètement? Est-ce que vous essayez de nuancer parce qu'il y en a vraiment qui vont parler, utiliser les grands mots, enrober les choses, ou vous leur dites la vérité? De façon pratique, Marco, au début, on a essayé d'avoir une communication beaucoup plus souple avec les collaborateurs pour les mettre en confiance. On l'a essayé au début. Quand la crise a commencé à avancer et que les marchés ont commencé, les parts du marché ont commencé à diminuer, il était important qu'on puisse aller vers les collaborateurs pour qu'on se dise les choses telles que... Un langage de vérité. Maintenant, c'est trop tard? C'est pas trop tard. Nous, on l'a fait. Donc, on a dit aux collaborateurs, aujourd'hui, la crise, elle est là. C'est une crise naturelle. Ce n'est pas du fait de l'entreprise. L'entreprise, c'est un lieu de business. L'entreprise fait l'effort de maintenir vos emplois, mais ses factures, ses charges fixes demeurent. Alors que, je vais dire, elle n'arrive pas à réaliser un chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise... Elle n'est pas en activité pour engranger des ressources. Donc, vous, en tant que collaborateurs, tous en tant que collaborateurs, quelles sont les concessions qu'on fait? Des collaborateurs ont proposé comme ça des réaménagements, des rotations qui vont amener les uns et les autres, au lieu de faire les 40 heures par semaine, à pouvoir faire peut-être 25 heures ou 30 heures par semaine, et recevront des salaires au prorata. Voilà.
ça permet aux uns et aux autres d'avoir un salaire minimum à la déjà fin du mois. Assuré, quoi. C'est déjà ça. C'est mieux que rien. En tout cas, on va revenir sur ce volet-là, c'est très important parce qu'au niveau des ressources humaines, c'est des propositions concrètes. Ah, voilà, tous les lundis, comme ça, on va essayer, avec la permission de la rédactrice en chef, d'être avec vous ou d'autres personnes, vraiment pour parler de ça, parce que ça va vraiment apaiser, tant soit peu, les Ivoiriens qui nous regardent. Ma très chère Alix, c'est fini pour aujourd'hui. Eh oui, on a fait le taf pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec le même bonheur. Hey!